Ah, Jacques Tourneur, voilà un réalisateur fascinant qui mérite qu'on s'attarde un peu plus sur sa carrière. D'ailleurs, je viens de me procurer ce coffret assez sympa avec 8 films, bien sûr, les principaux films de Jacques Tourneur. Et donc, j'ai décidé de consacrer les prochaines vidéos à un mini-cycle consacré à ce réalisateur. Et aujourd'hui, on va bien sûr commencer avec l'un de ses plus connus, La Féline. On se retrouve tout de suite après le générique. Jacques Tourneur est né en 1904 à Paris, fils du célèbre réalisateur Maurice Tourneur, lui-même un pionnier du cinéma muet. En grandissant dans un environnement cinématographique, il a été bercé par le monde du cinéma, vous vous en doutez. Dès son plus jeune âge, Jacques Tourneur a fait sa carrière principalement aux États-Unis, donc à partir des années 30, après un passage à Warner Bros de Paris, que Tourneur prend un tournant assez décisif dans sa carrière puisqu'il part s'installer aux États-Unis, à Hollywood plus principalement. Et oui, Hollywood, l'industrie du cinéma est en plein essor à cette époque et beaucoup de cinéastes européens viennent tenter leur chance là-bas, notamment à cause des opportunités de travail et du marché américain en pleine expansion. Jacques Tourneur donc arrive dans les années 30 et va vite se faire une place à Hollywood grâce à son expertise technique et sa capacité à créer des atmosphères fortes, un peu à la manière des films impressionnistes européens. Grâce à La Féline, tournée en 1942, Jacques Tourneur va se faire un nom dans le genre fantastique. Le film est une petite production avec un budget très réduit, mais avec une mise en scène brillante, efficace, l'utilisation de l'ombre, l'ambiance mystérieuse et le traitement psychologique de la peur. Tout ça en fait un film précurseur dans le genre des films d'horreur psychologique. On peut retrouver ce style d'ailleurs dans les films de Guillermo del Toro, mais aussi le film Les Autres avec Nicole Kidman. Alors, La Féline, de quoi ça parle, me direz-vous? Eh bien, c'est une jeune et séduisante femme, Irena, dessinatrice de mode, mais aussi célibataire. Ça a son importance. Pourquoi? C'est une solitude qui est imposée par une crainte liée à ses origines. Venant de Serbie, sa famille serait porteuse d'une malédiction ancestrale. Les descendants sont voués à se transformer en panthères si elles succombent à l'amour ou si elles sont contrariées. Or, comment cette séduisante jeune femme pourrait résister à un charmant Américain, Oliver, dont elle tombe éperdument amoureuse? Across the centuries comes this exciting story of a modern girl cursed by an ancient legend. The legend of the cat people. Women whose kiss means death, whose love turns them into vicious, snarling beasts of prey. Les critiques, le film est noté 3,8 sur 5 sur le site Allociné, qui c'est pas si mal que ça. Et d'ailleurs, chapeau bas à l'actrice Simone Sinon, une actrice française qui interprète avec justesse cette femme qui pourrait se transformer en panthère. Elle a un jeu tout en nuances, tantôt séduisante, tantôt câline, et elle a un regard singulier, un petit peu, voilà, comme un chat, et elle est prête à montrer ses griffes. On voit qu'il y a quelque chose de sous-jacent dans son jeu. Effectivement, c'est une histoire qui pourrait vite nous lasser, mais Jacques Tourneur maîtrise son sujet à la perfection, une féline tout en grâce, un soupçon de sensualité, un suspense maîtrisé, l'utilisation des noirs et blancs, le clair-obscur apporte une profondeur au récit. C'est ingénieux à bien des égards. Il n'y a qu'à voir cette scène dans l'animalerie. C'est donc une très belle réussite. Jacques Tourneur doit quand même avoir une maraude
car on retrouve un félin agressif dans au moins 3 de ses films à ma connaissance. Rendez-vous avec la peur, L'homme léopard et bien sûr La féline. Pour les petits plus, une info qui va vous mettre tout le monde d'accord, ce film a été tourné en 18 jours seulement. Les dirigeants de la RKO étaient apparemment sceptiques quant au film final, qu'ils considéraient comme trop subtil et peut-être pas assez évident pour rivaliser avec le genre des films d'horreur d'Universal. Vous l'avez compris, c'est un film qui a été tourné très rapidement et qui avait peu de moyens. À l'occasion, ils ont réutilisé les décors du film de la splendeur des Amberson de 42 d'Orson Welles. C'est pour ça qu'il y a ce majestueux escalier qui monte dans les appartements. Vers la fin du tournage, 2 équipes tournaient 24 heures sur 24 pour accélérer la fin du film. Pendant la nuit, une équipe filmait les animaux pour la séquence de Central Park, tandis que pendant la journée, l'autre équipe travaillait avec les acteurs. Le supervisor Lou Ostrow était tellement mécontent du style du film qu'il a voulu remplacer Jack Turner dès 4 jours du tournage. Seulement 4 jours. Et c'est le producteur Val Newton qui a demandé au directeur du studio de réintégrer Turner. Et quand Ostrow a insisté pour que la panthère apparaisse dans les séquences de la salle de dessin, c'est toujours le producteur qui a demandé à Turner d'utiliser un éclairage tamisé. D'ailleurs, entre Newton et le producteur Ostrow, le chef d'unité B de la RKO, c'était une petite guéguerre, on l'aura bien compris, l'un voulant que l'autre soit débarqué et vice-versa. Alors, je vous explique pas l'ambiance qu'il y a dû avoir au moins au début du tournage. Toujours dans un souci d'économie, les décors du zoo de Central Park avaient déjà été utilisés dans de nombreuses productions de la RKO, notamment des comédies musicales avec Fred Astaire et Ginger Rogers. Vous vous en doutez, un petit film tourné en 18 jours n'a pas coûté très cher, effectivement, 135 000 $. Et les historiens du cinéma ont estimé que le film avait rapporté plus de 4 millions de dollars de recettes rien qu'aux États-Unis, ce qui représente 30 fois le budget initial. Succès colossal, donc pour un petit film, un petit studio comme la RKO. En sortant du musée, Irena passe devant une statue d'une divinité égyptienne, Anubis, le dieu des morts de l'Égypte ancienne. Le film regorge de petits moments, de petits clins d'œil comme ça qui sont délicieux à découvrir. Alors pour conclure, Jack Turner, bien qu'il n'ait pas été aussi reconnu que certains de ses contemporains, est un véritable maître du genre cinématographique de suspense. Son approche subtile de l'horreur et de la peur, son talent pour jouer avec les ombres et les lumières, et sa capacité d'évoquer les émotions fortes sans recourir à des effets spéciaux tapageurs, ont fait de lui un réalisateur les plus respectés du cinéma hollywoodien des années 40, et La Féline en est un parfait exemple. Aujourd'hui, ce film refait regorgerait d'effets spéciaux naturellement. D'ailleurs, ça a été fait dans le remake et jouerait sur, on va dire, des astuces de jumpscare, etc. Là, pas du tout. On est plus dans l'ambiance qu'autre chose. Voilà, pour ce cycle consacré à Jack Turner, j'ai choisi 3 films. Et oui, uniquement 3 films, mais qui sont diamétralement opposés les uns des autres. Et c'est ça que je trouve intéressant. Et puis, ça nous prouve que Jack Turner, s'il était besoin de le redire, est un grand réalisateur. J'espère que je vous ai donné envie de découvrir La Féline, l'original, réalisé tout en subtilité, en suggestion. Je ne parle bien sûr pas du remake de 1982 que j'évoquais juste avant, bien moins subtil. Donc voilà, comme d'habitude, le petit rituel d'activer la cloche, de laisser un commentaire, de vous abonner. Je vous dis merci. À très bientôt pour un nouveau film de Jack Turner. Ciao, ciao.
Graines pour oiseaux, gratuites. Les bip-bip sont excessivement souples.